Il est 18 h, très heureuse de vous retrouver pour le journal sur 8 Mont-Blanc au programme de ce mercredi 16 septembre. La tuile de Bardonnay vit ses derniers mois après de Genève. Le groupe Gasser Céramique a annoncé cet été la fermeture du site de production pour la fin de l'année. Les salariés se sont mobilisés hier soir et ils défendent un savoir-faire vieux de 90 ans. Reportage dans quelques minutes. Une campagne de dépistage gratuit à la Covid-19 était organisée ce mardi à Chambéry. Des campagnes qui se poursuivent alors que les laboratoires sont sous tension. Le gouvernement a mis en place des priorités pour se faire tester. Nous ferons le point avec Emmanuel Jaude. Et nous reviendrons également dans ce journal sur les journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end partout en France. Je reçois dans ce journal Michel-André Durand, vice-président de Patrimoine Haut-Ralpin. Mais avant, c'était une épreuve particulièrement attendue du Tour de France. L'impressionnant col de la Lauze et ses passages à 24% dans les hauteurs de Méribel étaient escaladés pour la toute première fois par le peloton du Tour de France. Ce mercredi, Emmanuel Macron a fait le déplacement pour l'occasion. Sans surprise, c'est un pur grimpeur qui s'est imposé à 2304 mètres d'altitude. Le Colombien d'Astana, Miguel Ángel López, désormais 3e du classement général, devance Primoz Roglic, le maillot jaune, et Tadej Pogačar sur la ligne d'arrivée. Et avant d'atteindre ce fameux col de la Lauze, les coureurs ont emprunté le col de la Madeleine à cheval entre la Maurienne et la Tarentaise. Aude Frappin était sur place, elle est en train de nous envoyer son reportage. Nous le verrons dans quelques minutes dans ce journal. Et puis demain, la 18e étape du Tour reliera Méribel à la Roche-sur-Foron. Les coureurs passeront par le Cormet de Roseland, le col des Saisies, le col des Aravis et le plateau des Glières. Près de 450 gendarmes, pompiers et secouristes sont attendus pour l'occasion tout au long du parcours. Pour rappel, le port permanent du masque est obligatoire sur la totalité de l'étape. Attention pour vos déplacements sur les routes. Demain, de nombreux axes seront fermés à la circulation. Certains dès ce soir. L'accès et le stationnement au plateau des Glières est d'ores et déjà interdit. Je vous le disais en titre à la frontière, les salariés des tuileries et briqueteries de Bardonnay se sont réunis hier soir devant la mairie pour demander aux élus de la commune d'intervenir afin d'empêcher la fermeture de leur usine. Gasser Céramique, le propriétaire des tuileries, a annoncé le 13 juillet dernier la fermeture de l'usine à la fin de l'année. Aurore Briffaut s'est rendue sur place. Après l'annonce de la fermeture de l'usine pendant l'été, ils étaient une vingtaine devant la mairie pour interpeller les élus du conseil municipal. Les raisons avancées par le propriétaire, Gasser Céramique, restent floues. Mais pour les salariés, c'est la rentabilité de l'usine et leur savoir-faire qui sont mises en cause. Ils nous ont fait comprendre qu'on était totalement obsolète, que notre savoir-faire est obsolète, parce que nous n'utilisons pas de machines. Alors qu'en réalité, on pourrait fabriquer des tuiles avec une machine, comme n'importe quelle tuilerie dans le pays, mais nous savons fabriquer des tuiles de manière artisanale. Nous sommes de vrais tuiliers. Nous ne sommes pas de simples opérateurs sur machine. En plus de la perte de leurs emplois, pour eux, c'est la disparition d'un patrimoine et d'un savoir-faire unique. C'est une très grande perte pour la région lémanique, pour commencer, voire la région romande. Parce que si on prend, vous prenez tout bêtement Ivoire, toutes les tuiles qui sont à Ivoire viennent de la tuilerie de Bardonnay. Le dernier château qui a été fait dernièrement, c'est le château de Ripaille, qu'on a fourni 80% de la toiture. Donc effectivement, pour nous, franchement, c'est une grosse perte, et puis ça va être une grosse perte du patrimoine. Même son de cloche du côté de la commune. C'est une activité qui est ici depuis des décennies. Ça a marqué en fait le village, ça couvre tous les toits de nos maisons et pour nous c'est important. Le conseil municipal de Bardonnay n'a pas de pouvoir décisionnaire. Il pourra seulement mettre en place une commission pour discuter avec toutes les parties. Objectif, préserver les emplois et le patrimoine de la commune. Et pour découvrir ce métier et ce savoir-faire, sachez que des visites de l'usine sont prévues ce week-end lors des Journées européennes du patrimoine dont on reparle à la fin de ce journal. Nous l'évoquions hier dans le JT, les professionnels de l'événementiel sont inquiets. C'est le cas notamment des prestataires qui travaillent habituellement sur les grands événements. L'activité est quasiment à l'arrêt depuis des mois et ils déplorent une perte de chiffre d'affaires de 80% en moyenne. Pour alerter les pouvoirs publics sur leur situation, quelques-uns se sont mobilisés hier, vous le voyez, en illuminant notamment la fontaine des éléphants à Chambéry. Le message est clair, alerte rouge. Ils demandent des aides spécifiques à l'État. Comme ici à Chambéry, de nombreux monuments ont été éclairés partout en France et le seront encore toute la semaine.
Les élections municipales, vous le savez, ont été perturbées par la situation sanitaire et le confinement. Le deuxième tour avait été reporté à la fin juin et de très nombreuses protestations électorales, c'est le nom officiel, ont été déposées par des candidats déchus. Selon le Parisien, 3 859 recours contre le premier tour sont en cours. L'un d'eux vient d'aboutir. Les élections municipales de la Balme de Sillingy sont annulées par le tribunal administratif de Grenoble. C'est l'ancien maire François Davier que vous voyez à l'image qui l'avait déposé. Séverine Munier s'était imposé face à lui de 61 voix. L'abstention avait atteint les 60%. François Davier a argumenté sa démarche en expliquant qu'il n'avait pas pu mener une campagne électorale normale à cause du cluster qui s'était développé dans la commune fin février. Lui-même avait été testé positif. L'équipe en place actuellement a 1 mois pour faire appel. En attendant, la gestion de la commune sera confiée à une délégation nommée par la préfecture. Depuis plusieurs jours, il est constaté une hausse des contaminations à la Covid-19 partout en France. Le département de la Savoie enregistre également cette augmentation avec un taux d'incidence de 34,9 pour 100 000 habitants. Dans le quartier du Biolay, à Chambéry, plus de 150 personnes ont participé hier soir à un dépistage grand public et gratuit. Un franc succès pour cette opération alors que les laboratoires sont saturés. Emmanuel Jaude était sur place. À l'extérieur de la salle Jean-Baptiste Caron à Chambéry, il faut s'armer de patience. Plus de 2 heures sont en effet nécessaires pour se faire dépister du Covid. Pourtant, pour tous les intéressés, il s'agit là d'une aubaine. Il y a une personne dans ma classe qui a chopé le Covid. Et du coup, ils ont obligé toute la promo à faire le test au cas où pour ne pas contaminer tout l'IUT et tout le campus. C'est notre prof principal qui nous a informés parce que ça a été galère de prendre des rendez-vous dans les laboratoires. Et du coup, elle nous a informés de ce dépistage. Et du coup, pas mal de gens de ma classe sont venus aujourd'hui. Elle ne peut pas retourner à l'école si elle n'a pas l'attestation, le test négatif de l'école. C'est tombé hier, donc tant qu'elle n'a pas le papier, elle ne peut pas y retourner. On a vu ça sur Internet. Okay. C'est passé sur Internet, on a cherché pas mal de rendez-vous pour avoir pas mal d'endroits, notamment les laboratoires d'analyse, puis on n'a pas trouvé de rendez-vous. Puis ma femme est tombée là-dessus, donc le Biolay, donc on est venu tout à l'heure. De la difficulté à trouver des rendez-vous dans les laboratoires d'analyse, c'est bien le problème de l'Agence régionale de santé qui a fait évoluer sa communication en conséquence depuis la fin d'été. Fin juillet, on était à 2000-2200 tests par semaine, là on est à 4500 tests. Donc on reste dans cette logique de se faire dépister. Par contre, compte tenu de l'expérience, il y a une vigilance sur les personnes qui doivent se faire dépister en priorité. Et aujourd'hui, malgré cette augmentation du nombre de tests réalisés par semaine, le constat qui est fait, c'est que certaines personnes qui doivent se faire tester de façon prioritaire ont du mal à avoir un rendez-vous, ont du mal à avoir les résultats. Donc l'enjeu, c'est que les personnes qui doivent être testées en priorité puissent avoir accès à ces tests en priorité et que d'autres personnes qui doivent se faire aussi tester puissent se faire tester, mais avec des flux qui soient séparés. Et pour la mise en œuvre de ce retour d'expérience, il a fallu compter sur de nombreux acteurs qui ont tous joué le jeu dans l'optique de se préparer au cas où. L'organisation s'est faite vraiment en parallèle et en constant dialogue entre la ville, les autorités d'État, le centre hospitalier. Je pense que ce qui est important, c'est le retour sur expérience qui va être fait par les services de l'État. Et pour nos services qui ont été impliqués, c'est une première expérience qui éventuellement se renouvellera si la situation l'exige. Donc pour nous aussi, services municipaux, c'est important, sachant, je répète, qu'on est sur une compétence d'État, mais que l'État a besoin aussi de la collectivité locale pour que le dispositif soit opérationnel. Ce mardi à Chambéry, pas moins de 150 personnes ont donc pu se faire tester. Tous devraient recevoir leurs résultats avant la fin de semaine. On revient rapidement sur la pollution qui a eu lieu hier au niveau du lac d'Annecy. Suite aux premières investigations, la mairie d'Annecy revient sur ses propos de la veille. L'origine de la pollution ne relèverait pas du collecteur d'eau usée de l'Imperial Palace. Depuis l'intervention des services de l'agglomération, aucun écoulement n'a été constaté. Les investigations menées par le Grand Annecy se poursuivent. Les plages d'Albigny et de l'Imperial restent interdites à la baignade pour le moment en attendant les futurs prélèvements. Comme chaque année, le président du département de la Haute-Savoie organisait un point presse de rentrée pour faire le point sur différents dossiers en cours. Le dernier pour Christian Monteil, puisqu'il ne sera pas candidat à sa succession au mois de mars prochain lors des élections départementales. Il est notamment revenu sur le dossier du Funiflène. Les collectivités sont en ordre de marche avec des enveloppes budgétaires bouclées. Reste la partie financière privée, celle du futur concessionnaire qui est à arrêter. Les discussions sont toujours en cours. On écoute Christian Monteil.
Ce projet est porté par un syndicat mixte qui rassemble les communes, l'intercommunalité, le département, avec le financement de la région, financement de l'Europe et financement de l'État également. Nous en sommes actuellement au dialogue avec un potentiel concessionnaire. Cette discussion va se dérouler du 15 septembre au 15 novembre. C'est une forme de négociation, étant donné que les participations de l'État, de l'Europe, du département, de la région et des intercos est fixée. Donc nous saurons s'il est possible de financer ou pas cette opération. Avant la fin de l'année, la décision sera prise, a priori, avant le 15 décembre. Pour moi, je pense qu'on a rassemblé les éléments pour que Funiflène puisse se faire. Il y a quelques jours, la Maurienne souhaitait la bienvenue à la toute nouvelle centrale hydroélectrique de l'Arc, une nouvelle structure de production d'énergie verte qui aura coûté plus de 10 millions d'euros. Sa particularité, elle a été construite par un fournisseur indépendant. Emmanuel Jaude a participé à l'inauguration. Reportage. Entre les remous de l'Arc, une nouvelle structure vient désormais compléter le réseau de production d'électricité de Savoie. Une centrale hydroélectrique bâtie par une société indépendante dans le plus strict respect de l'environnement. Ici, on est sur une rivière qui peut, en période de crue, être torrentielle. Donc il était vraiment important qu'on puisse laisser passer tout le transport sédimentaire de l'amont vers l'aval. Et pour ça, on a la particularité d'avoir en fait un barrage gonflable qui est capable de s'affaisser entièrement sur lui-même et qui va donc laisser passer tout et redonner à la rivière son lit initial et qui va lui permettre vraiment de transporter tous ces matériaux sans être interrompu. D'un coût de plus de 10 millions d'euros, le projet s'est d'ailleurs ouvert aux habitants via une participation qui a séduit de nombreux Mauriennais. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une diversification dans les clients. Ce ne sont plus uniquement les collectivités ou les entreprises, mais aussi les citoyens. Et donc c'est ça qui est assez magique dans cette transition énergétique. Tout le monde peut s'y engager. Et d'ailleurs, on a même encouragé les citoyens à investir dans cette centrale. Donc elle appartient un petit peu aussi aux citoyens puisqu'ils ont apporté 300 000 euros. Et on s'est lancé un défi sur la prochaine centrale hydraulique de Valloire. On va ouvrir jusqu'à 1 million d'euros d'investissement aux citoyens, aux entreprises, aux collectivités pour qu'elles puissent participer et nous accompagner dans l'émergence de cette nouvelle centrale. Déjà leader français des énergies renouvelables, le département de Savoie assoit donc encore un peu plus avec cette réalisation son statut de territoire à énergie positive. Une position plus qu'assumée par les élus locaux. Il faut reconnaître que sur le secteur de l'ancien canton d'Aiguebelle, on est bien servi, puisqu'en matière de microcentrales ou de centrales hydrauliques, il y a 2 centrales à Montsapet, 5 centrales à Argentine, 2 centrales à Épierre, 1 centrale à Saint-Léger, 1 centrale à Saint-Pierre-de-Belleville, 1 centrale EDF à Randan et Aquabella à Val-d'Arc. En matière d'énergie renouvelable et durable, on est servi. D'ailleurs, le groupe AQO ne compte pas s'arrêter là et prévoit d'ores et déjà plusieurs autres chantiers similaires dans le département, à l'image de sa prochaine réalisation qui sera installée sur la commune de Valloire. Les Journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end partout en France. Pour en parler, ce soir, je reçois Michel-André Durand, vice-président de Patrimoine Oral par la Fédération des acteurs du patrimoine de la région. Je vous en prie, vous êtes par ailleurs président de la Compagnie de Savoie et des Amis du musée de Bourgoin-Jallieu et également administrateur des Savoyards du Monde. Bonsoir, merci d'être avec moi ce soir. Bonsoir. C'est un plaisir. Alors, elles seront forcément particulières, ces journées européennes du patrimoine, compte tenu du contexte. Est-ce que leur organisation a été particulièrement difficile à mettre en place cette année ou finalement pas tant que ça? Alors, si vous voulez, la réponse est double. Il y avait beaucoup d'attentes de la part de nos adhérents et d'une manière générale de la part de l'ensemble des acteurs du patrimoine après le confinement et la période trouble que nous vivons, si j'ose dire. Et puis, comme la pandémie est toujours là, eh bien, il y a quelques difficultés. Il y a des annulations qui ont été faites dans certaines régions par les autorités. Et nous ne sommes pas à l'abri, en Savoie, d'une annulation au dernier moment à l'initiative du propriétaire ou des autorités en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc l'un des conseils qu'on peut déjà donner aux personnes qui souhaiteraient participer ce week-end aux journées, alors déjà, port du masque obligatoire, les inscriptions sont souvent conseillées compte tenu du contexte et donc peut-être vérifier, même jusqu'au dernier moment, l'organisation ou non d'animation dans les lieux. Absolument.
Beaucoup d'organisateurs demandent à ce que les gens s'inscrivent pour pouvoir participer aux visites qui sont proposées. La taille des groupes est souvent limitée également. Et nous recommandons au public comme aux organisateurs le respect des recommandations des autorités compétentes, qu'il s'agisse du ministère de la Santé ou du ministère de la Culture. Donc, comme vous l'avez rappelé, le respect des mesures barrières et bien sûr le port du masque. Malgré tout, elles vont faire du bien, ces journées européennes du patrimoine, à vos adhérents, donc, qui sont des acteurs du patrimoine et plus globalement aux acteurs, aux professionnels du secteur? Absolument. Je pense que, si vous voulez, la période que nous vivons est extrêmement difficile pour l'ensemble des domaines culturels, qu'il s'agisse du spectacle vivant ou du patrimoine, parce qu'il y a eu un arrêt de l'activité pendant plusieurs mois. Et la reprise est difficile, puisque, grosso modo, la population se partage en deux groupes. Le groupe des personnes qui sont très réservées pour entrer à nouveau en contact avec d'autres personnes. Et puis, la deuxième catégorie, à laquelle j'appartiens plutôt, des gens qui pensent que la vie doit continuer et que nous devons apprendre à vivre avec ce mal qu'est le virus. Chacun doit comprendre que le propre d'une épidémie, c'est que la maladie se transmet de personne à personne. Donc, nous sommes à la fois très déterminés pour engager ces journées du patrimoine, et nous sommes aussi dans la précaution, puisque nous devons protéger à la fois les salariés, les bénévoles, les publics qui viendront à la découverte ou à la redécouverte de ces patrimoines. Alors c'est vrai sur les journées européennes du patrimoine, mais plus globalement, tout au long de l'année, vous travaillez à une vraie mise en réseau des différents acteurs. Ce rôle, il est nécessaire quand on parle de patrimoine? Alors c'est un rôle que nous considérons effectivement comme très important, puisque, si vous voulez, le patrimoine est très très important, que ce soit en France ou en Savoie. Il est extrêmement varié. Il y a le patrimoine bâti que chacun connaît. Il y a ce que certains appellent le grand patrimoine, avec le château des Ducs de Savoie ou le palais de justice à Chambéry, les châteaux en Haute-Savoie. Mais il y a aussi tout le patrimoine vernaculaire que l'on trouve dans les communes et qui vont du lavoir à la croix au bord des chemins, ou dans certaines communes, les statuaires qui existent dans les églises et dans les chemins du baroque, par exemple. Il y a aussi tout le patrimoine immatériel qui est important. Et souvent, ce patrimoine n'est pas protégé. Et donc, il faut compter sur l'engagement des collectivités, des communes, des intercommunalités aujourd'hui, et sur l'engagement des associations qui souvent sont là pour sensibiliser l'ensemble des propriétaires et des acteurs à l'intérêt de ce patrimoine. Parce que ce patrimoine, si vous voulez, il participe à la fois à l'identité des territoires, mais c'est aussi un formidable facteur d'attractivité, puisque la maintenance, l'entretien du patrimoine est l'occasion de passer des marchés à des artisans extrêmement divers dont les compétences doivent être éprouvées. Et c'est aussi un facteur de développement touristique. On a bien vu cette année qu'il y a eu, notamment en Savoie, dans les Savoies, une très forte fréquentation et que la population est en attente de cette découverte du patrimoine. Très rapidement, donc vous pouvez trouver tout le programme de vos adhérents sur le site de Patrimoine Haut-Ralpin et également sur le site général des Journées européennes du patrimoine. Est-ce qu'il y a une ou deux petites idées, des nouveautés éventuellement pour cette année? Alors, quelques exemples. En Savoie, je citerai volontiers la commune d'Avrieux que nous mettons en avant cette année, avec les visites qui sont proposées sur l'église Saint-Thomas-Becket
et la chapelle Notre-Dame-des-Neiges en particulier. Mais à Avrieux, il y a également Télégraphe Chappe, et puis la redoute Marie-Thérèse, qui est la partie basse des fortifications de la barrière de l'Essaillon. Il y a le musée de l'Opinel qui, au-delà de la découverte de la fabrication des produits de la maison, propose cette année un atelier peinture sur le thème « Dessine-moi un Opinel ». Donc, si vous voulez, c'est aussi un regard sur le futur, d'une certaine manière, le patrimoine. Il y a les animations et les lieux quand on parle des journées européennes. Il y a les lieux, il y a en Haute-Savoie, sur le château de Ripaille, au-delà de la visite du château, ce château a fait l'objet de rénovations au siècle dernier, mais en ce moment également. Et donc, il y a une présentation de l'ensemble des rénovations et des métiers de ces rénovations. Au château d'Avully, il y a, je pense que c'est intéressant, à la fois la fin d'une exposition sur les interventions de l'architecture du XXe siècle et une exposition sur les métiers traditionnels, qu'il s'agisse de la vannerie, de la poterie ou de la broderie. Et ben voilà, toutes ces idées, donc des animations, des lieux à découvrir et des métiers, des savoir-faire. Donc vous trouvez toutes les infos sur le site de Patrimoine Haut-Ralpin et également sur le site des Journées européennes du patrimoine. Merci beaucoup Michel-André Durand d'être venu nous parler sur ce plateau. Quelques images rapidement avant de se quitter. Depuis le 12 septembre et jusqu'au 20, le festival Coup de théâtre propose tous les soirs des pièces à Annecy et ses alentours dans des lieux souvent insolites. Exemple mardi soir avec la pièce de jeune talent Les Louves. Elle s'est jouée dans le jardin de l'évêché, comme vous pouvez le voir sur ces images d'Aude Frappin. 35 artistes professionnels portent 16 représentations jusqu'à dimanche, alors profitez-en. Tout le programme est à découvrir sur le site coupdetheatre.org. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Blanc. On se retrouve demain à 18 h pour un nouveau JT. Juste après, ce soir, la météo, ne manquez pas le 3e épisode de Panorama qui nous emmène toute la semaine à Mieuxy, berceau du parapente. Passez une très belle soirée, à demain.